Chahut Média. Et lorsque j'étais en 5e ou 4e, on a donc abordé le sujet de la Shoah. Et une fille qui était ma copine a fait un commentaire à un moment pendant le cours et a dit c'est dommage, ils auraient dû en tuer plus. La petite amie d'un copain me dit alors toi du coup t'as de la chance, t'es né avec un réseau à portée de main, t'es né dans la communauté. Sa réaction fut immédiate. Il s'est mis en colère et m'a traité de sale juif. Et elle me dit eh bien vous avez bien travaillé, maintenant la juiverie est perpétuée. Il me regarde et il me fait ah vous savez, moi j'adore les gens de votre race, je les aime beaucoup. Et il me chante la chanson de Rabbi Jacob et il s'était mis, tu sais, en papier, il avait fabriqué des papillotes qu'il avait collées à ses oreilles. L'antisémitisme, c'est vraiment un kaléidoscope d'expériences de violences différentes, en fait. J'étais avec une personne qui, en pleine dispute, un jour, m'a cassé la gueule en hurlant « sale juif, t'aurais dû mourir dans un four ». C'est probablement le pire souvenir de ma vie. Mais ce qui veut pas dire que cette grosse agression ne vient pas remplacer ou cacher 1 milliard d'autres strates d'agression. À l'origine de cette série, il y a la rencontre entre mon second essai, Des Blancs comme les autres, les Juifs angles morts de l'antiracisme, publié en 2022, et les fondateurs d'un studio de documentaire podcast à Genève. Ils m'ont contacté après avoir lu mon essai. Ils m'ont dit l'urgence que cela leur avait inspiré et m'ont proposé de traiter la thématique de la lutte contre l'antisémitisme dans une série dédiée. J'ai immédiatement accepté. J'étais très enthousiaste à l'idée de pouvoir passer par un nouveau média pour appuyer ce combat essentiel. Pendant plusieurs mois, nous avons fait remonter des discours et des témoignages des deux côtés de la frontière franco-suisse, avec la participation d'intellectuels, d'artistes, de chercheurs, de militants ou de politiques, pour une compréhension des enjeux de la lutte contre l'antisémitisme. Ce qui m'a paru central dans ce travail documentaire, au-delà des chiffres, au-delà des statistiques et de l'histoire de l'antisémitisme, c'est la mise en lumière de l'expérience juive contemporaine et l'hostilité rencontrée par cette population par le biais de témoignages, de beaucoup de témoignages. Rendre compte de la systémie de l'antisémitisme, de la blague ou du cliché supposément inoffensif au meurtre passe par la parole des concernés. Parce que ce qui n'est pas dit n'existe pas, je crois à nos prises de parole comme départ potentiel d'une prise de conscience. Je m'appelle Ilana Weizmann, vous écoutez Qui a peur des Juifs ? Antisémitisme, la tentation perpétuelle, une série podcast réalisée et produite par Chahut Média. Épisode 1, la fabrique de l'antisémitisme. Petit juif. Alors qu'Albert Memmi assiste à son premier cours magistral à la Sorbonne, c'est ainsi qu'un étudiant désigne le professeur. Dans son essai « Portrait d'un juif » en 1962, il écrit « C'était déclenché le frémissant déclic intérieur qui me prépare à la bataille. Amertume et colère, humiliation et révolte. » Pourquoi un tel bouleversement, une telle mobilisation devant des incidents somme toute futiles ? Sinon parce que la cristallisation avait commencé depuis si longtemps, parce qu'il me suffit de tourner la tête pour voir se lever, s'ordonner, s'additionner les souvenirs. Ce sentiment d'accumulation, du petit incident qui en appelle sans précédent, symptomatique d'un système global. Il faut commencer par le début, l'antisémitisme. Ça existe depuis toujours, mais ça commence quand ? Il est difficile d'établir une ère de l'antisémitisme avant l'avènement des monothéismes, et plus particulièrement avant l'avènement du christianisme. Jonathan Ayoun, réalisateur et essayiste, co-auteur de la série documentaire « Histoire de l'antisémitisme, de l'Antiquité à nos jours ». Dans l'Antiquité pré-chrétienne, il y avait des formes d'hostilité à l'égard des Juifs, il y a même eu des violences anti-juives, comme donc à Alexandrie en 1938, qui est la première émeute anti-juive documentée, mais il n'y avait pas un statut de déchéance, une forme d'hostilité massive ou durable qui s'était installée.
C'est véritablement avec l'avènement du christianisme que se construit, et d'ailleurs que se construit lentement, une hostilité systémique, on peut dire. Il y a indéniablement d'abord un antijudaïsme théologique qui se construit sur le temps long par la chrétienté, de deux manières, pour pouvoir prendre le pouvoir et pour pouvoir acquérir une certaine solidité auprès des populations, pour pouvoir attirer en son sein. Il fallait diaboliser un autre, et l'autre, c'était la religion concurrente, donc c'était les Juifs, et donc le judaïsme. L'antijudaïsme, la haine des Juifs qui entraîne des discriminations et un statut de déchéance, c'est lorsque le christianisme devient religion d'empire. C'est avec Constantin. Pour la première fois, les Juifs sont collectivement, juridiquement décrits dans un statut d'infériorité. Les violences, là, deviennent massives et touchent de très nombreuses communautés juives. Comme le dit par exemple l'historien David Nirenberg, pour lui, le temps de bascule entre l'antijudaïsme théologique et l'antisémitisme raciste, c'est au moment de l'Inquisition. C'est lorsqu'en Espagne, d'ailleurs d'abord à Tolède, les autorités locales mettent en place des lois de pureté de sang. Et que donc pour la première fois, même les convertis, même ceux devenus nouveaux chrétiens, ne peuvent pas être vus autrement que comme des juifs, car dans tous les cas, ils coule en eux, et il continuera de couler en eux, le sang impur des meurtriers de Jésus. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que beaucoup d'historiens situent l'apparition du mot raza en Espagne. Mais comme ça ne devient pas un phénomène général, c'est que dans un territoire bien délimité, qui est donc la péninsule ibérique, eh bien, on pourrait dire que non, c'est pas à ce moment-là que naît l'antisémitisme racial, puisque ça n'a pas un écho considérable. Le moment où c'est un écho considérable, et que tout le monde connaît, c'est bien au XIXe siècle, c'est-à-dire au moment où les théories et l'idéologie raciale devient un phénomène pseudo-scientifique et où devient une croyance massive, c'est-à-dire lorsqu'on définit les Juifs comme appartenant à une race inférieure, qui est la race des Sémites. L'antijudaïsme ne disparaît pas parce qu'apparaît l'antisémitisme raciste. Il vient juste ajouter une nouvelle couche et les deux se conjuguent. Seulement, en fonction des périodes de l'histoire, l'un ou l'autre prend le pas, comme phénomène de société. Une certaine confusion, feinte ou véritable, existe autour du terme antisémitisme. De façon très semblable à ce qui se produit avec l'islamophobie, d'aucuns se cacheront derrière une supposée critique religieuse pour déverser leur haine des Juifs. Je n'ai rien contre les musulmans, je déteste l'islam. Je n'ai rien contre les Juifs, j'ai un problème avec le judaïsme. En réalité, l'antisémitisme passe par la haine religieuse, mais aussi la haine d'un peuple, d'une culture ou d'une race supposée. C'est un adjectif donc, qui avait été créé en 1860 par un orientaliste juif autrichien qui critiquait à l'époque Ernest Renan, qui avait développé des préjugés antisémites en comparant la race sémitique à la race indo-européenne et en la considérant comme inférieure. Anne-Sophie Seban, docteur en géopolitique, directrice du bureau de Paris de l'American Jewish Committee, qui produit notamment une radiographie annuelle de l'antisémitisme en France. Et donc, ce terme recouvrait à l'époque une réalité plus large que celle de l'hostilité aux Juifs. Et 20 ans plus tard, c'est un idéologue anti-juif, Wilhelm Marr, qui a réutilisé ce terme-là, qui a voulu l'employer justement pour distinguer ce que lui développait, c'est-à-dire une haine, une hostilité fondée sur une doctrine racialiste, pour la distinguer de cet antijudaïsme plus traditionnel et qui venait de la religion chrétienne. Donc, on voit qu'il y a eu cette volonté de distinguer les deux et que finalement, l'antisémitisme est aussi une prolongation et une amplification de l'antijudaïsme religieux. Si l'on se penche sur les écrits des théoriciens racistes de la modernité, la haine religieuse est également présente dans leur doctrine. Dans le pamphlet « La France juive », l'écrivain, polémiste et homme politique d'extrême droite français Édouard Drummond fait de multiples références relevant de l'antijudaïsme. La haine raciale s'imbrique dans la haine religieuse et réciproquement.
Il est certain que la mythologie qui a fait le plus de dégâts mis en place par le christianisme, c'est le déicide, c'est le meurtre de Jésus. Jonathan Ayoun. On pourrait dire qu'aujourd'hui on n'en a plus trop de traces. Il n'empêche qu'on ne peut pas lutter contre quelque chose qui s'est construit sur des siècles, qui a été transmis de génération en génération, pour croire que ça disparaît complètement d'une forme d'inconscient collectif. Donc il y a cette accusation-là qui a fait tellement de dégâts, qui aujourd'hui n'est plus une croyance populaire, mais qui est quand même là quelque part dans, on va dire, l'association Juifs Trahison, plus d'ailleurs que dans l'association Juifs assoiffés de sang. Il y a bien sûr l'accusation donc de crimes rituels, de crimes d'enfants, de sacrifices humains, qui apparaît dans la mythologie chrétienne au XIIe siècle, en Angleterre, à Norwich, et qui continue à faire des dégâts aujourd'hui. Je pense que le terme d'antisémitisme aussi, il faut le dire, recouvre celui de complotisme. Anne-Sophie Seban. L'antisémitisme est un complotisme. En effet, cette notion de complot juif, elle est vraiment au cœur de l'antisémitisme. Et elle compte d'ailleurs parmi les plus anciens mythes complotistes. Il est construit depuis 2000 ans parce qu'il y a une vieille histoire de lutte entre le monde chrétien et le monde juif. Monique Ekman, sociologue, professeure honoraire, Haute École de Travail Social, HESSO, Genève. Et la responsabilité de l'Église comme institution, je ne parle pas des chrétiens individuellement, mais de l'Église comme institution, est énorme dans la culture. D'ailleurs, la responsabilité de l'institution Église dans le racisme anti-noir, dans l'esclavagisme et dans le colonialisme est aussi monumentale. Et ça ferait partie de ma pédagogie, c'est de s'interroger un peu là-dessus, et pas seulement sur les tendances individuelles. C'est qu'il y a une tendance lourde, culturelle, institutionnelle en Europe, de laquelle il n'est pas facile de se défaire. Alors comment on construit ça? Ça s'est construit au fil du temps et le côté confortable, entre guillemets, c'est que si on a un bouc émissaire, on peut se sentir victime et toutes les agressivités sont permises parce qu'après tout, il faut se défendre contre ce... Et ça, c'est la spécificité de l'antisémitisme, c'est que l'autre... il n'est pas vu comme inférieur, du point de vue de l'eugénisme, de l'hygiène, mais en même temps comme puissance occulte qui cherche à dominer le monde et qui cherche à prendre le pouvoir partout et qui a un plan secret. Hello Ilana, excuse-moi de ne pas avoir pu t'envoyer ce vocal plus tôt. Je suis en tournage à Angoulême et là je profite d'une petite pause pour te l'envoyer. Rosa Berstein, humoriste, comédienne et scénariste. Donc tu avais peut-être suivi, il y a quelques mois j'ai eu l'occasion de faire ma première chronique sur France Inter dans l'émission Zoom Zoom Zen et le sujet c'était la réinformation. Voilà. Donc notamment les médias d'extrême droite, la fachosphère et en faisant des enquêtes, en tapant réinformation et donc en tombant sur le site d'Alain Soral, j'ai eu la plus grande surprise de voir qu'il y avait un article sur moi dont le titre m'a pas mal choquée. C'était Rosa Berstein, l'étoile jeune du stand-up. Donc faisons un jeu de mots sur jeune et jaune. Pour le bien de la chronique France Inter, j'ai essayé d'en rire parce qu'il fallait trouver une réponse et parfois mieux vaut rire que pleurer. Mais c'était terrible. C'était terrible et tu sais, ça m'a vraiment fait penser à une forme d'époque nazie, quoi. Je me suis dit, mais j'ai essayé d'imaginer la peur qu'avaient dû avoir les artistes, acteurs, actrices juifs pendant la guerre. Et voilà, je me suis dit que j'avais de la chance aujourd'hui de pouvoir quand même jouer et faire mon métier, de pouvoir continuer d'être sur scène. Mais en fait, c'était très troublant. Et puis tout l'article était hyper nauséabond. Après, je pense que du fait d'avoir enregistré l'épisode de mon podcast avec toi, d'avoir lu ton bouquin, j'avais déjà pas mal d'éléments de compréhension. Je savais ce que c'était que le dog whistling, je savais pourquoi l'ironie était utilisée, je savais pourquoi on utilisait des mots, des synonymes, de dire communauté plutôt que de dire juif. Enfin, il y avait pas mal de choses. Et voilà, c'est terrible. Non, c'était assez choquant. Bon, en même temps, voilà, j'en ai parlé publiquement.
Et je ne sais pas ce qui était le plus choquant, si le plus choquant c'était après de m'apercevoir qu'il y avait si peu de gens choqués. Comme d'habitude, c'était plutôt les juifs autour de moi qui ont réagi et à qui ça a fait du mal, ou même certains voulaient, peut-être pourquoi pas réfléchir à une forme de défense, pourquoi pas prendre un avocat, pourquoi pas faire, porter plainte, faire disparaître cet article. Mais hélas, autour de mes amis, et notamment de mes amis à gauche, toujours un tout petit peu moins d'émoi, un tout petit peu moins de sensibilité peut-être pour le sujet. Et là encore, ton livre m'était d'une grande aide, parce que j'aimerais un jour que l'antisémitisme redevienne aussi une cause chère à la lutte antiraciste et pas un angle mort. Voilà. Et ça arrive quand même très 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 souvent. Mais bon, heureusement il y a ton podcast que j'ai hâte d'écouter bientôt et qui j'espère fera avancer les choses dans le bon sens. Je t'embrasse, à bientôt. L'antisémitisme agit toujours sur le mode du recyclage. Il est un savant dosage entre persistance et métamorphose, stabilité et adaptation. Et même si ces occurrences ne sont pas identiques durant l'Antiquité chrétienne, le Moyen-Âge, à la fin du XIXe siècle ou au début du XXIe, son squelette reste le même. Les mythologies qu'il mobilise sont assez réduites et redondantes. Son efficacité tient aussi dans sa simplicité et sa répétition à travers les âges. Ce sont les 3 A. A. L'ancienneté, la preuve. On va reprendre des accusations qui ont déjà fonctionné dans l'histoire. Les Juifs sont responsables de quelque chose. Marc Nobel, historien et essayiste, ex-vice-président de la LICRA et membre de l'Observatoire sur l'antisémitisme. On y ajoute une actualité, parce que l'antisémitisme se nourrit de son actualité. Et en fonction des époques, il se nourrit de ce qui se passe autour de lui. Il s'adapte, son adaptabilité. Et enfin, l'attractivité. Ça marche parce que c'est une raison tellement simple d'expliquer les malheurs du monde. En fait, on va désigner des boucs émissaires, c'est très simple. Il y a là moyen d'avoir recours à des représentations très anciennes, des Juifs qui tuent les bébés, qui tuent des enfants pour boire leur sang, enfin. La sociologue Monique Ekman. Et puis toutes les images de Juifs avides de pouvoir, d'argent, avec les longs doigts, etc., qui sont des images qu'on trouve déjà dans les images du Moyen-Âge où les Juifs sont représentés avec des doigts très longs pour saisir l'argent, le pouvoir, etc. Donc, on n'a qu'à s'emparer de quelque chose qui est déjà là. En grande partie, on recycle quand même des images et des ressentiments et des haines. Et à s'ajoute une composante émotionnelle qui est monumentale. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'une des distinctions du racisme et de l'antisémitisme, c'est que l'antisémitisme, c'est vraiment plus qu'une haine ou un mépris pour une nation, un peuple ou un groupe, mais c'est une vision du monde. C'est une explication de ce qui se passe sur la scène internationale, mais aussi ce qui se passe ici. Et c'est en ça que c'est aussi tout un code culturel, une vision du monde avec les narratifs du complot, de la conspiration, une vision du monde qui explique les malheurs du monde. C'est pour ça qu'il y a de l'antisémitisme virulent, même là où il n'y a pas de juifs. C'est parce que c'est comme ça qu'on explique le monde. Et ça justifie d'ailleurs qu'on est victime de ce groupe occulte, mystérieux, etc. Cette composante de vision du monde ne nécessite pas qu'on ait rencontré des juifs réels. C'est qu'on ignore qui sont réellement. C'est ça qui fait le code culturel d'ailleurs. Il y a une chercheuse qui s'appelle Shulamit Volkov qui il y a déjà, je crois que c'était dans les années 60, elle a forgé le terme de l'antisémitisme comme code culturel. C'est l'antisémitisme, une certaine perception des événements et des Juifs comme allant de soi, un entre-soi qui, on sait de quoi on parle et on met jamais des mots explicites sur les choses, mais on est en termes de nous et eux assez radicaux quand même.
Et ce code culturel fait qu'on se reconforte entre soi. Et en France, il y a eu une recherche de Didier Lapéronis. Il a fait une recherche sur les jeunes et il a montré qu'en fait, chez les jeunes, en France, notamment au milieu d'origine migrante, mais pas seulement, il y a très fortement ce code culturel, ce entre-soi qui, on parle des Juifs, ils sont tous riches, ils ont tous le pouvoir, etc. Et c'est beaucoup moins un antisémitisme idéologique qui se construit sur les Juifs seraient capitalistes ou communistes ou etc. que un antisémitisme identitaire. Ça renforce notre identité d'être contre eux parce qu'ils sont responsables de tout ce qui va mal. Et ce que disent Miviorca et Lapéronis, c'est que ça arrange à la fois une vision globale. Ça va mal au Moyen-Orient parce qu'il y a les Juifs, et puis ça va aussi mal chez nous en France, dans les banlieues, parce qu'il y a les Juifs. Donc c'est à la fois la discrimination réelle, vécue au quotidien, et puis tous les problèmes géopolitiques qui se conjuguent dans un antisémitisme qui est extrêmement identitaire et qui crée ce nous et eux très radical et qui a mené à des crimes aussi, faut dire. Mais la piste à réfléchir sur un antisémitisme identitaire qui renforce le nous envers le eux est assez intéressante parce qu'il faut aussi entendre ce qu'il y a derrière ce nous en termes pédagogiques. Et je pense qu'un des ressorts essentiels de l'antisémitisme dans certains milieux, c'est les ressentiments. C'est qu'on n'accepte pas ses droits, qu'on n'accepte pas des positions sociales honorables, etc. Ça n'explique pas tout et ça n'excuse surtout rien. Mais ça nous oblige peut-être aussi de voir un peu comment ça se construit, dans quel contexte ça se construit. Non au pass sanitaire, non. Et pourquoi il ne nous collerait pas une étoile jaune pour qu'on soit repéré plus facilement? Cette comparaison est odieuse. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai été touché. Les larmes me sont venues. Je l'ai porté, l'étoile, moi. Je sais ce que c'est, je l'ai dans ma chair encore. Je crois que c'est le devoir de tous, de se lever, de ne pas laisser passer cette vague outrancière, antisémite, raciste, qui rôde dans les coins. Je crois que c'est un devoir primordial. Vous savez, j'ai eu l'impression de revivre ce qu'on avait peut-être vécu au Moyen-Âge, lors de la diffusion de la peste noire. Marc Nobel. On accusait les Juifs d'avoir répandu la peste, d'avoir empoisonné les puits, d'empoisonner des enfants chrétiens. Et ça allait même plus loin dans les délires de l'époque. On disait, les Juifs tuent des enfants chrétiens pour boire leur sang. Eh bien là, on trouvait des responsables à la crise du Covid. Ce qu'on a vu pendant le Covid, ça a été... Anne-Sophie Seban. Ça a été immédiat. Et c'est vrai que le Covid était une porte d'entrée parfaite, j'allais dire, pour le réactivage de ces préjugés, puisque c'est un virus dont on ne connaissait pas exactement à l'origine, qui a pris tout le monde par surprise, qui s'est propagé très très vite, etc. Et je me rappelle d'ailleurs très bien de ma stupeur quand on avait vu sur les réseaux sociaux cette caricature antisémite d'Agnès Buzyn, qui donc était à l'époque, au début de la crise, ministre de la Santé. Donc une caricature antisémite classique d'elle empoisonnant les puits, qui a été d'une viralité mais effarante. Alors, pour décrire les différentes manifestations, en fait, l'antisémitisme se manifestait un peu à toutes les phases de la crise Covid, je dirais, donc sur l'idée que donc les Juifs étaient à l'origine du virus, de sa propagation, à l'origine d'un complot dans l'intérêt des laboratoires pharmaceutiques tenus évidemment par les Juifs. Et on a vu plus tard, dans les mouvements anti-vax et anti-pass sanitaire, une sorte aussi de banalisation outrancière de la Shoah, quand on a vu des manifestants arborer des étoiles jaunes dans les manifestations. Où là, on a vu l'apparition, la réapparition de symboles, l'étoile jaune et d'autres symboles nazis, où là, d'un coup, les anti-vax étaient devenus les Juifs d'aujourd'hui. Johann Gurfinkiel, secrétaire général de la CICAD, coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation, Genève. Et donc, ça nécessite à un moment donné de rappeler les anti-vax qui prétextaient qu'on est confronté à un nouveau génocide de masse. C'est un génocide de masse. Parce qu'on vaccine les gens, mais vous êtes complètement malade. Mais je sais pas, aller à Auschwitz, dont on amène chaque année des classes et des élèves et des profs à Auschwitz, on leur dit, c'est un four crématoire. Voilà quel a été le destin de ces gens qui étaient amenés dans un camp de concentration et d'extermination. Et ça, il y a une perception aujourd'hui qui commence à s'altérer au fur et à mesure du temps,
Parce qu'on ne comprend pas ce que veut dire génocide. Tout est génocide au final. On perd la conscience même de la valeur d'un terme. Et donc du coup, il ne faut pas espérer derrière que les gens comprennent véritablement la portée de ce que peut être ce type de phénomène. Un jour, j'ai publié un article, je crois que c'était dans les années 2019, où je racontais comment enfant, j'étais tombé sur l'étoile jaune de mon père qui était cachée dans un tiroir. L'historien essayiste Marc Nobel. Quand mon père la portait en 1941 en France. Mon père était un enfant, il avait donc eu son étoile jaune. Bien, donc j'étais venu voir mon père et enfant, je lui avais demandé, mais c'est quoi ce truc ? C'est un enfant, il voit un objet, il comprend pas. Il y a marqué juif dessus, c'est tout jaune, c'est bizarre. C'est un morceau d'étoffe. Puis son père gêné lui dit, laisse ça, va le reposer dans le tiroir. Parce que le petit est trop petit pour comprendre quelque chose en fait. Et pour entendre que quand il était enfant, il devait porter cette chose. Et il n'a pas su trouver les mots, ou il a voulu me protéger, et ainsi de suite. Donc j'ai raconté cet épisode dans un article qui a été publié dans la revue Civique. Et j'ai demandé à ce que l'étoile jaune de mon père, que j'ai prise en photo, soit publiée pour illustrer l'article. Et au mois de juillet 2020, j'ai été informé par un correspondant en Suisse que la même photographie s'était retrouvée dans les réseaux sociaux. Et l'étoile jaune de mon père était distinctive, dans le sens où il y avait des pliures spéciales et des déchirures qui apparaissaient très nettement quand vous la touchiez entre les mains, que vous la regardiez à l'œil. Et dans la photographie que j'avais postée, on voyait ces déchirures et ces pliures très spéciales. Il y avait 5 pliures et 2 déchirures très grandes. Donc en fait, c'était exactement la même photographie qui a été volée par des gens, reprise par des gens. Et à la place du mot juif, ils ont mis non vacciné. Voilà. Et je prends ça dans la gueule. Donc j'en ai pas dormi de la nuit, en vérité, parce que j'étais en train de me demander, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on me fait, en vérité ? Et pourquoi ces gens font cela ? Et pourquoi ont-ils volé cette image ? Pourquoi ne comprennent-ils pas le sens de cet article, ou en tout cas de ce que cela pouvait vouloir dire pour les gens qui portaient cette étoile-là, avec un mot les désignant en tant que tels et pouvant les amener à la mort. Ça m'a profondément troublé. Vous savez, il y a des confusions, il y a tellement de confusions en fait, que les gens prennent les choses comme si c'était un fourre-tout, tout se ressemblerait selon eux. Eh bien non. Eh bien non. La condition d'un enfant en 1941 qui porte une étoile jaune, c'est la condition d'un enfant qui est exclu du monde. C'est la condition d'un enfant qu'on va arrêter. C'est la condition d'un enfant qu'on va déporter. C'est la condition d'un enfant qui va être tué. Les gens qui ont pensé qu'ils pouvaient dans les rassemblements et les manifestations d'antivax porter des simili-étoiles jaunes en les découpant et qui se prenaient pour des déportés n'ont rien compris à l'affaire. Alors ils ont le droit d'exprimer des craintes, ça c'est qu'ils le fassent. On est en démocratie, donc ils peuvent s'opposer au vaccin, dire qu'ils ont peur de se faire vacciner, tout ce qu'ils veulent. Mais ces comparaisons sont totalement odieuses, en réalité, et procèdent d'un amalgame qui est criminel. Aucune de ces personnes n'a été arrêtée. Et arrêtée par des policiers en vue d'être convoyée dans des camps d'internement. Ou des camps de transit, et d'être conduits dans une gare pour se retrouver dans des wagons de bestiaux où on les emmènerait à Auschwitz, en fait. La question de l'antisémitisme m'obsède, sa persistance, sa puissance comme idéologie séduisante. J'arrive pas à m'en départir. D'abord parce que je le vis, depuis la petite enfance, mais aussi parce que cohabite en moi l'idée qu'il faut, comme un impératif, lutter sans relâche, et celle que c'est perdu d'avance.
Comme le décrit Albert Memmi dans son Portrait d'un juif, il y a de l'optimisme dans la tradition juive. Mais un optimisme par-delà le désespoir. Puisque le fond a été atteint, maintenant, il ne peut venir que du mieux. Peut-être donc ai-je hérité de cette gymnastique mentale toute juive d'espoir triste. Dans le prochain épisode, nous continuerons de dérouler les mécanismes de ce racisme particulier par des voix d'experts et de témoins, cette fois-ci à gauche de l'échiquier politique. Car comme tout phénomène systémique, il n'épargne aucun camp, aucun champ. C'était Qui a peur des Juifs ? Antisémitisme, la tentation perpétuelle. Une série documentaire podcast d'Ilana Weizmann, réalisée et produite par Chahut Média, Carole Harari et David Brun-Lambert. Prise de son, Marc Achlimi, Sullivan Clabot et Thomas Meunier. Mixage et mastering, Studio All Sound. Musique originale, César Depuy. Cette série a été rendue possible grâce au soutien du Bureau d'intégration des étrangers, du service Agenda 21 Ville Durable et du service de lutte contre le racisme, en partenariat avec l'Institut de hautes études internationales et du développement, le Graduate Institute à Genève. Remerciements tout particuliers à Daniela Sebeldi, au BIE, à Johan Gourfinkiol, à la CICAD, et à Davide Rodogno, du Graduate Institute.